Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette seconde saison des Jeudis de l'IUD. Alors, c'est comme la première saison, cette saison a été préparée par Europharmat, le SNITEM, avec merci à Cécile Vaugelade et Arnaud Le Augry, ainsi que la DGOS avec Gilles Brec et Guillaume Descotes. Alors, cette saison, elle fait suite à la première qui a eu lieu il y a 2 ans et elle mettra en scène des regards croisés avec l'IUD dans la vraie vie et d'autres acteurs que la première saison. On aura effectivement des regards croisés de fournisseurs, de différents acteurs dans les établissements de santé, des acteurs de l'interopérabilité, des acheteurs et des bases de données. Alors, cette saison débute aujourd'hui. Petit bug, pardon. Débute aujourd'hui et va nous accompagner jusqu'à l'épisode 5 qui aura lieu le 11 mai. Comme la première saison, chaque épisode va durer 1 heure. Donc, vous avez la possibilité de poser toutes les questions par écrit à partir du bouton Q et R. Et donc, certaines questions seront répondues en direct et d'autres à l'oral à la fin des sessions. Comme toutes les diapos, enfin toutes les sessions vont s'enchaîner et le temps de la discussion sera concentré à la fin. Vous aurez aussi la possibilité de retrouver ces diaporamas après l'épisode sur le site internet d'Europharmat et vous pouvez à terme revisualiser toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube. Alors on va tout de suite commencer cet épisode 1 pour ne pas perdre trop de temps. Et on va entendre Arnaud Augry sur les rappels des fondamentaux de l'IUD et ensuite Guillaume Descotes de la DGOS sur le circuit du DMI à l'hôpital suite à l'arrêté de septembre 2022. Cécile Vaugelade et moi-même serons vos modérateurs. Pour lancer ce premier épisode et en chapeau, nous tenions à vous faire un petit focus rappel sur l'histoire de cette traçabilité des DMI. Elle ne date pas d'aujourd'hui. On a commencé effectivement à en entendre parler avec les valves cardiaques, avec à l'époque une remontée des informations à l'ANSM et une remise d'une carte au patient. Le décret de novembre 2006, qui est le décret de matériaux-vigilance, définit le rôle de chacun et les informations échangées. La pharmacie, la PUI ayant pour mission d'enregistrer les données entrantes. Et déjà, on parlait bien d'informatique et de les transmettre au moment de la délivrance. Et le service utilisateur, lui, sa mission est de compléter ces données avec la donnée patient, le chirurgien ayant posé, la quantité et la date. Déjà, dans son décret, on définissait la remise d'un document dans le dossier patient qui, à l'époque, était papier, une remise du document de traçabilité au patient, ainsi que la mention de ces dispositifs médicaux implantables dans la lettre des liaisons transmise au médecin traitant. Avec le RDM 2017-745 et l'arrêté de septembre 2021, ces obligations sont reprises, mais également vont plus loin, à savoir une obligation d'enregistrer à toutes ces étapes du circuit notre IUD, IDIP, le fait que les établissements de santé doivent avoir des systèmes d'information qui soient interopérables pour transmettre cette IUD à toutes les étapes de notre circuit. La transmission des données dans le dossier patient sera maintenant dans le dossier patient informatisé. Également, l'arrêté va revenir et requalifier l'information patient tant en amont qu'en aval de l'intervention, avec la remise également de la carte patient qui est obligatoire et qui est fournie par le fournisseur dans le conditionnement de chaque dispositif médical implantable. Cette carte patient reprend l'IUD qui permettra au patient ensuite de se connecter à la base d'AMED et d'avoir des informations sur son dispositif médical implanté. Une notion également on augmente ce périmètre puisque les informations de traçabilité devront maintenant être transmises au DMP et au DP. Voilà, donc on attend à aujourd'hui encore la déclinaison en droit français et notamment
quid du périmètre de la traçabilité, mais on voit bien effectivement cette augmentation des périmètres, cette augmentation de nos obligations, et nous pensons que ça permettait d'avoir un petit rappel pour la suite de nos épisodes. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Arnaud pour la suite de cette intervention. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vais passer du coup à la slide. Hop. Et voilà. Parfait. Donc, il nous a paru intéressant de vous faire un petit retour sur l'IUD, les bases de l'IUD et aussi un tout petit peu de DAMED. Et on commence du coup par la base de données DAMED qui permet en fait l'interaction, enfin l'enregistrement des acteurs, l'enregistrement en fait des dispositifs. Il est composé de 6 modules qui sont présentés dans cette slide. On a un module pour les opérateurs économiques, un module pour les dispositifs, un module par rapport aux organismes notifiés et les certificats qui vont devoir être enregistrés au niveau de cette base de données, un module de vigilance et de surveillance après commercialisation, un autre module de surveillance du marché pour les organismes notifiés notamment et les autorités compétentes, et un module pour les investigations cliniques. Par rapport à ces modules, vous allez devoir vous enregistrer au niveau de ces modules en tant qu'opérateur économique, et la clé pour s'enregistrer au niveau de ces opérateurs économiques, pour ces opérateurs économiques, c'est le SRN que vous allez demander, qui est votre identifiant d'opérateur. Et ensuite, et qui fait l'objet en fait de cette présentation, vous allez avoir besoin en fait de l'IUD comme clé d'enregistrement pour les dispositifs et clé d'enregistrement pour l'ensemble des actions que vous allez avoir au niveau de ces modules, tels que le module par exemple vigilance. Pour enregistrer vos vigilances, vous allez avoir besoin de ce code UDI pour enregistrer les vigilances associées à votre produit. Donc, pour le moment, on a un usage qui est dit volontaire de certains modules aujourd'hui, tels que par exemple le module opérateur économique et enregistrement des dispositifs, depuis décembre 2020 ou octobre 2021, parce que les modules n'ont pas été lancés au même moment et quand ils ont été suffisamment prêts. Et DAMED n'est pas encore d'application obligatoire puisqu'il doit être publié au journal officiel pour derrière en fait avoir cette utilisation obligatoire des fabricants et des opérateurs économiques de cette base de données. Et on estime pour le moment que la publication au journal officiel pourrait être aux alentours de 2024, Q2 2024 exactement. Et en fonction des tests qui sont encore en cours au niveau de la base de données, cette date pourrait aussi être modifiée et augmentée tel qu'on a pu déjà le voir. Le principe de l'identifiant unique et à quoi il va servir, en fait, il va desservir un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est améliorer la traçabilité et réaliser la traçabilité des dispositifs médicaux. Le deuxième, c'est d'avoir une meilleure notification des incidents et des mesures correctrices de sécurité, lutter contre la contrefaçon et assurer une meilleure sécurité du patient. Et ça devrait également aussi améliorer les politiques d'achat et de gestion de stock qu'on verra dans les diapos qui vont suivre. Où l'IUD a un rôle aujourd'hui au niveau de ces centrales d'achat et des achats qui pourraient être autour de l'IUD. Et l'IUD est un outil de traçabilité, mais il ne faut pas oublier que la traçabilité ne s'arrête pas à l'IUD. Bien entendu, ce n'est qu'un outil qui va permettre cette traçabilité. Donc, l'IUD, exactement, c'est quoi et quels sont les éléments qui constituent cette IUD? Donc, le premier élément qui intervient, c'est ce qu'on appelle l'IUD de base, qui est un identifiant réglementaire, qui est vraiment la racine réglementaire en fait de vos identifiants et de vos dispositifs. C'est un code qui va être un code numérique et alphanumérique, et il va être destiné à connecter, à rassembler en fait vos dispositifs au niveau réglementaire. Les dispositifs qui doivent avoir en fait une même finalité, une même classe de risque et les mêmes caractéristiques essentielles de conception et de fabrication entre chacun des dispositifs pour pouvoir être rassemblés sous une même famille. Et cette famille sera identifiée par cette IUD de base.
Sous cette IUD de base, vous allez avoir l'ensemble des dispositifs qui vont être attachés à cette famille et ces dispositifs vont être identifiés par l'IUD-ID, qui va être lui aussi un code numérique alphanumérique et qui va être propre à un modèle de dispositif et qui va vraiment définir votre dispositif médical. Puis, à la production en fait, de votre dispositif médical, vous allez euh, attribuer du coup un UDIP, qui est un identifiant de production, qui va être aussi un code numérique alphanumérique, et qui va être composé d'un certain nombre d'éléments constitutifs tels que numéro de série, numéro de lot, l'identifiant de logiciel, date de fabrication et d'expiration en fonction de votre dispositif. Ça, c'est au fabricant vraiment d'établir qu'est-ce qui va constituer l'UDIP. Et le tout faisant, vous avez l'ID que vous aurez du coup attribué à vos dispositifs, les UDIP que vous aurez attribué au moment de la production, qui le tout faisant, en fait, en associant les deux, vous aurez votre IUD pour votre dispositif, qui est constitué en fait de la partie IUD-ID et l'IUD-IP. Alors, de manière globale, ce regroupement au sein en fait, d'un IUD de base, il va suivre un certain nombre de règles, on l'a dit, même classe de risque, même caractéristiques essentielles de conception et de fabrication, et même finalité. Mais on va avoir en fait un IUD de base qui va pouvoir assembler un ou plusieurs IUD, donc plusieurs dispositifs. Mais par contre, l'inverse n'est pas possible, c'est-à-dire qu'un IUD-ID qui va définir un dispositif devra être assemblé, devra être associé qu'à un seul IUD de base. Alors, l'IUD, ça va être un certain nombre d'informations, ça va être un code déjà de traçabilité, mais va graviter autour en fait de ce code IUD un certain nombre d'attributs, un certain nombre de données, notamment répertoriées au niveau de l'annexe 6 du règlement 2017-745 et 746. Et vous allez avoir, du coup, c'est des données qui vont être dites réglementaires et qui vont devoir être enregistrées notamment au niveau de DAMED, notamment comme le nom et l'adresse du fabricant, le code de nomenclature MDN qui va accompagner du coup vos dispositifs, la classe du dispositif, est-ce qu'il est à usage unique ou non, est-ce qu'il est stérile, est-ce qu'il y a nécessité de le stériliser avant utilisation, oui, non. Tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont être obligatoires, réglementaires et qui vont devoir être enregistrés dans la base de données EDAMED. Mais il n'y a pas que ces données dites réglementaires. Vous allez aussi avoir des données qui vont graviter autour de cette UDI, qui vont être des données plus utiles à la logistique, à l'approvisionnement, à la facture, qui va être aussi transmis par le fabricant, mais au travers de d'autres éléments tels qu'une fiche produit, un catalogue, etc., et qui vont servir notamment à l'achat des dispositifs. On va avoir par exemple des données telles que quelle va être la taille de la palette au niveau de la livraison et quel va être le statut vis-à-vis du remboursement des dispositifs et de d'autres éléments qui pourraient être demandés au niveau des achats en fait, des dispositifs médicaux. Donc, petite slide récapitulative pour dire que le fabricant va devoir enregistrer toutes ces données réglementaires au niveau de DAMED par le biais soit du machine-to-machine pour un grand nombre et un grand flux de données en fait, à enregistrer au niveau de DAMED. Parfois, certains fabricants ont plus de 25 000 dispositifs médicaux à enregistrer dans la base de données. Donc, il faut avoir la possibilité de pouvoir enregistrer en masse en fait, ces données. Et une fois enregistré au niveau de la base de données EDAMED, les autorités réglementaires, les organismes notifiés et le grand public vont avoir accès à ces données. Alors, grand public a accès à une partie de ces données, mais vont avoir accès à ces données au niveau de DAMED, donc les données dites réglementaires. Mais pour les données qui sont dites moins réglementaires, mais plus logistiques, le fabricant, cette fois-ci, ne va pas les enregistrer dans les DAMED, mais va les enregistrer dans d'autres bases de données au travers d'éléments tels que les e-catalogues ou des fiches produits. Et cette fois-ci, ça va être les utilisateurs professionnels, les centrales d'achat, les hôpitaux qui vont se connecter à ces bases de données et qui vont récupérer les éléments autour de cette IUD et qui va vous permettre en fait d'avoir les informations nécessaires liées à vos achats et liées à l'utilisation de vos dispositifs. Donc, comment fonctionne du coup en fait l'attribution et la position du coup des dispositifs et l'utilisation de cette UDI au niveau de la traçabilité qui va être demandée au niveau réglementaire? Tout démarre au niveau du fabricant. Le fabricant va produire un IUD et un IUD de base, et dans l'ordre plutôt un IUD de base, puis après un IUD pour les rattacher à l'IUD de base. Puis après, il va apposer cet IUD sur le dispositif.
Et il va enregistrer cette IUD de ce dispositif directement au niveau de la base de données européenne, donc EDAMED, et aussi au niveau de son SMQ pour avoir une traçabilité de ce qu'il a pu fabriquer. Une fois que ces éléments ont été enregistrés, le fabricant va envoyer ces dispositifs dans la chaîne de distribution et d'utilisation. Et donc, il va y avoir une quatrième étape qui va être l'enregistrement local en fait, de ces IDI, de cette traçabilité au niveau des opérateurs économiques, que ce soit les mandataires, les distributeurs, les importateurs, mais aussi au niveau des établissements de santé qui, pour certains dispositifs, vont devoir enregistrer cette traçabilité en interne pour garantir la traçabilité du fabricant jusqu'à l'utilisateur final qui va être le patient pour qui va recevoir le dispositif. Alors, l'IUD sera attribué à tous les dispositifs règlement, et on insiste bien sur la partie règlement. On va revenir sur la partie de tous les dispositifs qui ne sont pas dits conformes au règlement 2017-545. Et quelle que soit la classe, sauf, il y a deux exceptions, les dispositifs sur mesure et les dispositifs en investigation clinique, donc avant le marquage CE, et pas les investigations cliniques qui pourraient être réalisées post-marquage CE. Et là, le fabricant va devoir assigner un UDI unique à un dispositif et à tous les niveaux supérieurs d'emballage et avant la mise sur le marché d'un dispositif médical qui va du coup être conforme au règlement. Depuis quelle date? Eh bien, depuis le 26 mai 2021, qui est la date d'application du règlement 2017-145, et quelle que soit la classe, on le rappelle. Pour tous les dispositifs, cette fois-ci, qui ne sont pas conformes encore au règlement, on a souvent la question de savoir est-ce que je dois aussi créer un UDI? Comment je dois interagir avec cette base de données EDAMED? Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas d'UDI, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un UDI pour les dispositifs dits legacy device, donc les dispositifs qui ne sont pas conformes au règlement encore et qui sont conformes aux directives qui étaient l'ancienne réglementation des dispositifs médicaux. Eh bien, en fait, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'appliquer un système IUD type règlement, et certaines sociétés en font la stratégie, notamment les sociétés qui, par mesure de simplicité, appliquent un UDI dans leur process de fabrication, et pour pas changer le type de fonctionnement en fait au niveau de leur process de fabrication, continuent d'apposer en fait un IUD conforme au règlement sur les dispositifs legacy device, donc conforme directive. C'est pas une obligation, mais certains le font. Et vous avez aussi la possibilité d'attribuer un EDAMED DI et un EDAMED DI aussi, donc ID et DI, sur la partie, sur votre dispositif médical Legacy Device quand vous aurez besoin d'enregistrer ce dispositif au niveau de DAMED. Et à quel moment vous allez devoir enregistrer ce dispositif au niveau de DAMED, c'est notamment si vous avez des cas de vigilance. C'est-à-dire que pour enregistrer vos cas de vigilance au niveau de DAMED et dans le module vigilance, vous allez devoir déjà avoir un code SRN, donc d'identification d'opérateur, pour vous enregistrer vous. Et une fois que vous serez enregistré dans la base de données, enregistrer du coup le dispositif médical au travers d'un UDI pour enregistrer vos cas de vigilance. Mais si vous n'avez pas de code UDI, en réalité, DAMED va pouvoir vous générer ce UDI de base ou cette UDI DI directement dans le DAMED, et ça va être un code générique en fait d'UDI qui va être utilisé. Donc, pour revenir et pour récapituler, au niveau du règlement, vous avez du coup vos dispositifs, enfin, votre code UDI qui va directement être attribué et apposé. Et si vous avez un dispositif Legacy Device en conforme directive, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un code conforme au règlement. C'est une possibilité, mais c'est le choix de chaque fabricant. Et si vous ne l'avez pas, EDAMED sera en capacité de pouvoir vous fournir et vous générer en fait le code qui vous ira bien au niveau de l'enregistrement de vos cas de vos dispositifs, que ce soit au niveau de votre vigilance ou autre. Là-dessus, un petit encore cas, c'est vrai que les cas de vigilance, plus on voyait la base de données EDAMED reculer, plus on se disait que forcément, on n'aurait pas forcément enregistré nos dispositifs Legacy Device au niveau de la base de données EDAMED. Étant donné qu'il y a une nouvelle période de transition et qui va augmenter légèrement, vous allez certainement vous retrouver pour vos legacy devices peut-être à enregistrer des cas de vigilance au niveau de DAMED, puisque DAMED devrait être pleinement
fonctionnel, encore une fois, et au niveau prononcé comme pleinement fonctionnel au niveau du journal européen en Q2 2024 pour le moment. Donc, vous pourriez vous retrouver dans le cas de figure d'utiliser en fait un Eudamed DI pour vos legacy devices dans Eudamed. Ensuite, sous quel format l'UDI va être généré? En fait, les fabricants vont avoir, il y a des standards en fait qui ont été identifiés au niveau européen, et ces standards en fait, ils seront maîtrisés par plusieurs entités. Vous avez 4 entités qui vont permettre en fait de générer ces codes UDI, et vous allez devoir en tant que fabricant contractualiser avec eux, que ce soit GS1, HIBCC, ICCBBA et IFA. Donc, des noms qui ne sont pas forcément faciles à prononcer au quotidien. En tout cas, voilà, c'est les 4 entités qui ont été identifiées au niveau de la Commission européenne pour attribuer ces dispositifs, enfin ces hauts dispositifs, ces UDI. Et derrière, vous allez avoir, le fabricant va devoir déterminer comment il souhaite définir son UDI IP, soit au travers du numéro de série, soit au travers du numéro de lot, de l'identification du logiciel ou de la date de fabrication et d'expiration. Donc, dès lors, et ça c'est des éléments qui sont définis au niveau du règlement, dès lors qu'un numéro de lot ou un numéro de série, un identifiant de logiciel ou une date d'expiration apparaît sur l'étiquette, de facto, il va devoir faire partie de manière intégrale au niveau de l'UDI IP. Si l'étiquette comprend également une date de fabrication, elle peut ne pas être incluse dans l'IDIP. Par contre, s'il n'y a que la date de fabrication et pas de date d'expiration, pour certains dispositifs, c'est le cas. Dans ce cas-là, c'est la date de fabrication qui supplantera la date de fabrication, enfin la date d'expiration au niveau de l'UDI IP. Et oui, et le dernier point, c'est pour les dispositifs médicaux implantables actifs. En fait, on a l'IP qui inclut au moins en fait le numéro de série. Alors, où est-ce que l'on retrouve l'IUD et pour quelle utilisation? On le retrouve l'IUD sur l'ensemble des éléments qui sont affichés à l'écran. Donc, on va avoir en premier point l'étiquette et ou le produit qui va bien sûr recevoir en fait cette traçabilité de l'IUD. Vous allez avoir aussi les cartes d'implant conformes à l'article 18 ou qui va devoir aussi avoir cette IUD pour que le patient puisse avoir sa traçabilité de dispositif. Je reviens sur l'étiquette et ou produit. C'est sur le produit, mais aussi sur tous les conditionnements supérieurs. Donc, ça va comprendre parfois la boîte qui va rassembler plusieurs dispositifs à l'intérieur, mais aussi parfois le carton qui va rassembler plusieurs boîtes de dispositifs. Après, vous allez avoir aussi la déclaration de conformité. Vous allez avoir la documentation technique qui va aussi rassembler forcément en fait la constitution et tout l'idée de base, l'UD ID et la constitution de l'UD IP. Derrière tout ce qui va être les signalements d'incidents graves au travers des MIR, qui va, pareil, avoir cette traçabilité au niveau des dispositifs qui ont fait l'objet en fait de ces incidents graves. Toutes les mesures correctives, donc FSCA, FSN et FSCR, en fait, qui derrière vont implémenter du coup cette UDI pour savoir à quel dispositif en fait ces mesures correctives en fait s'adressent. Et bien entendu, la base de données Eudamed qui fonctionne notamment avec cette clé qui est l'UDI pour l'enregistrement de l'ensemble de ces données, type vigilance, documentation technique et enregistrement de vos dispositifs. Donc, pour rappel, hein, l'UDI est constitué de l'UDID, l'UDI IP. Le calendrier de l'UDI, on vous en fait le rappel, même si certaines dates sont déjà passées. On espère que du coup, vous les avez déjà bien en tête. Et c'est déjà le premier point, c'est la mise en place sur les supports ID des étiquettes des dispositifs. Donc, pour les dispositifs implantables et de classe 3, c'est le 26 mai 2021 qui est la date en fait de mise en place de ces supports IUD. Pour les classes 2A et 2B, c'est le 26 mai 2023 et pour la classe 1, c'est le 26 mai 2025. Maintenant, pour les marquages directs des dispositifs qui sont dits réutilisables, il y a des dates qui sont différentes de 2 ans, la plupart du temps. Donc, pour les DMI et les classes 3, ça va être le 26 mai 2023, 2 ans de plus. Pour les 2A et les 2B, c'est le 26 mai 2025. Et pour les classes 1, ça va être le 26 mai 2027.
Alors, comment le dispositif est-il apposé? On vous a mis déjà un certain nombre d'exemples tout en haut en fait, de code UDI. Il va y avoir un support qui va véhiculer du coup cette traçabilité et cette UDI au travers qui doit être sur l'étiquette ou sur le dispositif lui-même et sur tous les niveaux de conditionnement supérieur, on le rappelle. Sous un format AIDC, donc c'est le format code barre ou code 2D plus ou moins RFID, donc avec un code data matrix, et un format lisible par l'homme qu'on appelle HRI, qui va être le code que vous allez retrouver juste en dessous des exemples, qui va vraiment être en lecture directe par l'homme. Voilà. Donc on rappelle sur tous les emballages supérieurs, ils doivent avoir un code UDI, sauf si c'est des conteneurs d'expédition, c'est-à-dire que ça va être des rassemblements de dispositifs pour cause logistique et non pas pour cause de vente à l'unité. Par exemple, si on vend un carton à un hôpital, il va devoir bénéficier du coup d'un code UDI. Si on vend plusieurs boîtes à un hôpital et qu'on rassemble ces boîtes au niveau logistique pour l'envoi sous un format carton, ce carton n'aura pas d'obligation d'avoir en fait ce code UDI puisque ce sera un carton plutôt logistique plutôt que d'unité de vente. En cas de contrainte d'espace important, c'est important, sur les unités d'utilisation, on va avoir un support UDI qui peut être placé sur l'emballage immédiatement supérieur. Donc parfois, les dispositifs sont beaucoup trop petits pour bénéficier de cette traçabilité. Dans ce cas-là, on remonte en fait la traçabilité directement au niveau de l'emballage supérieur. On peut aussi limiter l'utilisation de la IDC et du HRI sur l'étiquette, et ça, c'est pour les dispositifs utilisés en établissement de santé. Seul le format IDC est requis, et pour les dispositifs hors établissement de santé, le HRI doit apparaître en priorité. On vous a refait un petit rappel sur le fait que un QR code, donc les codes que vous pouvez lire avec vos téléphones portables, notamment au niveau des restaurants, pour ouvrir la carte de restaurant et autres, on les voit de plus en plus, c'est que ces QR codes, ils sont différents des codes data matrix. Donc, pourquoi on fait ce rappel? Tout simplement parce que beaucoup en fait d'opérateurs ou autres en fait ont utilisé leur téléphone au niveau des codes data matrix qui étaient sur les codes UDI et ils se disaient mais mince, ça fonctionne pas. Et oui, parce que c'est pas la même technologie et le téléphone portable notamment n'est pas en capacité de pouvoir lire les codes data matrix par rapport au QR code. Voilà, j'ai terminé ma partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les au niveau de Q et R et on y répondra à la fin de la session. Je laisse peut-être Guillaume. Oui, merci Arnaud. Je vais partager mon écran. Bien, donc bonjour à tous. Pour faire suite à la présentation, donc effectivement des rappels sur l'IUD et EUDAMED, donc on vous propose de faire un retour sur la traçabilité sanitaire avec un rappel, enfin les rappels réglementaires et puis un retour sur le circuit des dispositifs médicaux implantables, notamment qui est repris dans l'arrêté du 8 septembre 2021. Alors, en ce qui concerne les rappels réglementaires, donc Anne-Françoise en a déjà un petit peu parlé, mais donc la traçabilité sanitaire, donc elle est encadrée en France depuis 2006 avec le décret du 29 novembre 2006 qui définit des règles particulières de traçabilité qui s'exercent sur certains dispositifs médicaux. Donc cette traçabilité sanitaire, elle s'inscrit dans le cadre de la matériovigilance et elle doit permettre d'identifier rapidement les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés et par ailleurs les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient. Donc ces règles, elles définissent notamment les responsabilités des acteurs en ce qui concerne donc la pharmacie à usage intérieur, les services utilisateurs et également la direction. Donc ces règles, elles s'appliquent à certains dispositifs médicaux, comme on l'a dit. Donc, ces dispositifs médicaux, ils sont listés par l'arrêté du 26 janvier 2007. Donc, je vous ai remis ici la liste des dispositifs médicaux concernés.
Il s'agit donc des dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, les valves cardiaques et les autres dispositifs médicaux implantables, donc tous les dispositifs médicaux implantables, avec une exception pour les ligatures, les sutures et les dispositifs d'ostéosynthèse. Donc, plus récemment, le règlement 2017-745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, via son article 27 relatif au système d'identification unique des dispositifs, donc l'IUD, a renforcé au niveau européen ses exigences en termes de traçabilité, notamment pour les établissements de santé, puisqu'il est précisé que les établissements de santé doivent enregistrer et conserver, donc de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'ils ont fournis ou qu'on leur a fournis, si ces dispositifs font partie des dispositifs médicaux implantables de classe 3. Et le règlement précise que les dispositifs autres que les DMI de classe 3, que pour ces dispositifs, les États membres encouragent les établissements de santé à enregistrer et conserver les IUD et peuvent exiger qu'ils le fassent. Donc, ces dispositions, elles sont applicables depuis le 26 mai 2021, en sachant, comme l'a rappelé Arnaud, que les dispositions du règlement européen s'appliquent aux dispositifs médicaux mis sur le marché conformément à ce règlement. Donc pour passer au circuit des dispositifs médicaux, je vous propose de l'aborder via l'arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI, sachant que cet arrêté reprend à l'ensemble des étapes l'enregistrement et donc prend en compte vraiment l'IUD comme élément d'identification des dispositifs médicaux implantables. Donc les objectifs opérationnels de cet arrêté du 8 septembre 2021, c'est de renforcer le management de la qualité du circuit des DMI dans les établissements de santé et les installations de chirurgie esthétique, afin de garantir l'utilisation sécurisée, appropriée et tracée des DMI. Donc, il doit permettre de sécuriser et d'améliorer l'organisation du circuit des dispositifs médicaux implantables, et ce, à toutes les étapes du circuit, puisque le circuit des DMI est un circuit complexe avec de nombreuses interfaces. Donc, ces étapes, elles sont notamment au sein de la pharmacie à usage intérieur, comme nous le verrons, au sein des services utilisateurs et donc tout au long du circuit de ces dispositifs. De la réception dans l'établissement jusqu'à la pose des dispositifs médicaux implantables ou à leur utilisation, puis ensuite à la sortie du patient avec, comme nous le verrons, la remise de documents de traçabilité et d'une carte d'implant. Donc, l'objectif, bien entendu, intégré dans l'organisation et le management de la qualité, c'est d'améliorer la traçabilité sanitaire des DMI, comme cela a été rappelé, pour identifier rapidement les lots de DMI et les patients concernés en cas de décision de police sanitaire ou d'alerte. L'arrêté du 8 septembre 2021, donc, il s'applique aux établissements de santé publics et privés titulaires d'activités, donc les établissements privés publics MCO, activités de médecine, chirurgie, obstétrique, mais également aux installations de chirurgie esthétique qui peuvent avoir à gérer des dispositifs médicaux implantables. En termes de dispositifs, donc ceux qui sont visés par l'arrêté du 8 septembre 2021, ce sont les dispositifs médicaux implantables qui sont soumis aux règles particulières de traçabilité. Donc, comme nous l'avons vu, ces dispositifs ils sont listés actuellement par l'arrêté de 2007, en sachant par ailleurs que le règlement maintenant précise que tous les dispositifs médicaux implantables de classe 3 doivent être tracés par les établissements de santé. Donc l'arrêté ne vise pas l'ensemble des dispositifs médicaux stériles. Ce point avait fait l'objet de discussions lors des concertations. En effet, tous les dispositifs médicaux stériles ne sont pas soumis aux règles de traçabilité sanitaire et donc il a été décidé lors des concertations de ne pas viser l'ensemble des dispositifs médicaux stériles. Et donc l'arrêté du 8 septembre 2021, qui a été publié au journal officiel du 17 septembre, est en vigueur depuis le 26 mai 2022. Alors, nous ne pourrons pas aborder l'ensemble des articles de l'arrêté du 8 septembre 2021 dans le temps qui est imparti, mais en termes d'exigence générale, donc le système de management de la qualité, il s'inscrit dans la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de la gestion des risques associés aux soins afin de prévenir et traiter les événements indésirables.
Donc, il doit favoriser la remontée d'informations en termes de déclaration interne au sein de l'établissement, mais également les remontées d'informations au niveau local, régional et le cas échéant au niveau national dans le cadre de la matériovigilance lorsque c'est nécessaire. Donc, l'informatisation des processus mis en œuvre et l'interopérabilité des systèmes d'information sont vraiment des conditions nécessaires à l'amélioration, à la sécurisation et à la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables au sein des établissements de santé et des installations de chirurgie esthétique. Et donc, pour les dispositifs médicaux qui ont un IUD à poser sur l'étiquette, l'arrêté reprend l'enregistrement de cet IUD à chaque étape du circuit. Donc, comme cela a été rappelé, l'IUD qui est vraiment un outil de traçabilité prévu par le règlement européen 2017-745. Donc, nous allons principalement aborder le processus organisationnel qui reprend les différentes étapes du circuit des dispositifs médicaux implantables. Alors, tout d'abord, le référencement, donc le référencement qui correspond à l'élaboration de la liste des dispositifs médicaux implantables dont l'utilisation est préconisée au sein de l'établissement. Donc, cette liste doit préciser les éléments d'identification du dispositif médical, notamment grâce à l'IUD-ID. Donc, encore une fois, l'IUD-ID relatif au modèle du dispositif. Là, à ces étapes du circuit, l'élément d'identification est l'IUD-ID, qui doit ensuite être lié à la fiche produit et donc intégré à une base référentielle. Donc, sur la base de cette liste de DMI référencés, les services utilisateurs peuvent faire une demande de mise en dotation pour répondre aux besoins usuels du service. Lorsque le dispositif médical n'est pas compris dans la dotation, il est possible de faire une demande de DMI et le cas échéant, l'APUI peut passer commande, sachant que l'APUI est la seule habilité à passer une commande au sein de l'établissement. Donc, lors des différents échanges d'informations, que ce soit lors de la demande de mise en dotation, de la demande de dispositif médical implantable ou encore lors de la commande, eh bien, l'arrêté précise que c'est l'IUD, donc ID, à ces étapes-là, qui doit être utilisé comme élément d'identification du dispositif avec l'ensemble des informations qui vous sont listées ici, donc notamment le nom et la dénomination commerciale du dispositif, la dénomination selon la nomenclature de référence en vigueur, donc ce qui est visé ici, c'est le MDN qui est prévu également par le règlement européen. Par ailleurs, il y a le nom du fabricant, donc qui est le fabricant légal, qui est un attribut lié à l'IUD, la référence ou le numéro dans le catalogue du fabricant, les dimensions cliniques. Donc, qu'est-ce que sont les dimensions cliniques? C'est notamment le volume, la longueur, le diamètre, qui permettent vraiment de caractériser le dispositif médical. Et il est également précisé, le cas échéant, le nom du distributeur, puisque l'IUD permet l'attribut lié à l'IUD est le nom du fabricant légal. En revanche, le distributeur du dispositif médical en France, le nom de ce distributeur n'est pas lié à l'IUD. Donc, l'arrêté le précise à chaque étape de renseigner également le nom du distributeur s'il y a un distributeur. Donc ensuite, en termes d'approvisionnement et de stockage, la nécessité ici pour sécuriser le circuit, c'est d'avoir accès à l'ensemble des informations relatives aux dispositifs médicaux qui sont détenus par l'établissement sous format numérique et d'enregistrer ces informations pour tous les dispositifs médicaux qui sont réceptionnés, donc entrant dans l'établissement, dans un système d'information et à l'aide d'un système d'identification et de saisie automatique des données. Donc ça a déjà été évoqué, mais c'est un terme qui est précisé par le règlement européen, donc il parle d'AIDC. Alors, qu'est-ce que l'AIDC? Il se compose de plusieurs éléments, puisque c'est un système. Tout d'abord, le support IUD. Donc, vous avez ici les différents supports IUD possibles. Donc, un code data matrice, un code à barre, et plus ou moins les identifiants RFID qui sont toujours en plus, on va dire, qui peuvent être en plus d'un code à barre ou d'un code data matrice. Donc, le support IUD, vous avez le code à barre, donc qui est la transcription, ce qu'on appelle la transcription AIDC, et en dessous le marquage en clair, donc avec les codes qui sont sous format lisible par l'homme. Ce support IUD, donc l'exemple ici d'un code à barre, peut être concaténé ou non. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'IUD ID qui est un code barre indépendant et l'IUD IP, pardon, donc identifiant de production qui est un autre code à barre, ou ces deux IUD, enfin l'IUD ID plus IP peut être regroupé sous un même code.
Donc ça, c'est le premier élément du système AIDC, donc d'identification et de saisie automatique des données. Et ensuite, couplé à cela, l'utilisation de lecteurs adaptés, donc par exemple des douchettes qui sont capables de lire ce code et de transcrire ensuite les informations dans le système d'information. Donc, l'utilisation de ces systèmes d'identification et de saisie automatique des données et l'informatisation des processus doit permettre d'éviter tout réétiquetage et d'éviter, enfin, de bannir toute saisie manuelle pour l'enregistrement des codes et des informations liées à l'IUD. Donc, cette nécessité, lors de l'approvisionnement et du stockage, d'enregistrer et de disposer de toutes les informations relatives aux dispositifs médicaux entrants, cela s'applique donc aux DMI qui sont achetés, mais également aux DMI qui sont alloués en dépôt et aux échantillons qui sont remis gratuitement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet des dépôts, qui effectivement, il y a les dépôts temporaires et les dépôts permanents. Les dépôts temporaires qui restent au sein de l'établissement un cours, qui reste peu de temps au sein de l'établissement avec une grosse part des dispositifs médicaux qui ne sont pas utilisés, qui sont retournés. Néanmoins, il convient de trouver des alternatives et des solutions pour pouvoir disposer à tout moment des informations sur les dispositifs médicaux qui sont détenus par l'établissement. Alors ensuite, au moment de la réception, eh bien là encore, l'objectif est de se reposer sur le système d'identification et de saisie automatique des données, donc avec le support IUD et la douchette, donc la, la manière de lire les informations retranscrites. Donc le standard, il doit correspondre à la fiche produit, comme ça a été évoqué au début. Ici, au moment de la réception, eh bien, on va parler d'IUD, puisqu'ici, le dispositif, il est nécessaire d'enregistrer les informations relatives au dispositif avec l'IUD ID, donc relatifs au modèle, pour l'identification, mais également les éléments relatifs, correspondant à l'IUD IP, donc l'identifiant de production. Donc ici, on parle bien d'IUD et cela reprend les différentes informations relatif au dispositif médical, donc au modèle, avec le nom du fabricant, le numéro ou la référence ou le numéro dans le catalogue du fabricant, les dimensions cliniques, donc volume, taille, et maintenant les attributs, donc les différents IUD IP, puisqu'en fait il y a différents IUD IP qui correspondent au numéro de série ou de lot, la date d'expiration, alors le cas échéant il peut y avoir également, ça a été évoqué, la date de fabrication, et c'est pour ça que sont visés les autres éléments identifiant l'unité de production du dispositif. Avec encore ici le nom du distributeur qui normalement a dû être précisé lors du référencement au sein de l'établissement. Ensuite, prochaine étape, eh bien, c'est la délivrance par la PUI. Donc, au moment de la délivrance, eh bien, la pharmacie à usage intérieur enregistre la date de délivrance ainsi que l'identification du service utilisateur qui viennent compléter l'ensemble des informations relatives au dispositif médical implantable délivré. Ensuite, au moment de l'utilisation, donc là encore, l'arrêté du 8 septembre 2021 reprend le recours au système d'identification et de saisie automatique des données, avec le support IUD et l'utilisation au sein du bloc opératoire pour la traçabilité, donc du support IUD avec une douchette ou autre système d'acquisition automatique des données. Donc, au moment de l'utilisation, eh bien, c'est le médecin utilisateur au sein du service utilisateur qui va tracer donc l'utilisation en complétant les informations qui ont été enregistrées par la PUI lors de la délivrance. Donc, les informations relatives au dispositif médical, IUD, autres informations lors de la délivrance. Et le service utilisateur complète à ce moment-là la date d'utilisation, la date de pause, avec l'identification du patient ainsi que l'identification du professionnel de santé qui a réalisé la pose du dispositif médical, avec l'identifiant s'il existe, tel que le RPPS. Alors ensuite, étape cruciale dans le cadre de la traçabilité sanitaire et donc en cas de problème de matériovigilance, eh bien c'est l'information du patient. Alors cette information du patient, elle est prévue depuis 2006 par les articles R5212-36 à 42. Le règlement est venu, le règlement 2017-745 est venu renforcer ces exigences avec
l'introduction, donc l'obligation pour les fabricants de mettre à disposition avec le dispositif une carte d'implant. Donc vous avez ici un exemple de carte d'implant qui doit être remise au patient. Par ailleurs, il est prévu que l'établissement mette à la disposition du patient, par tout moyen permettant un accès rapide à ces informations, eh bien, les informations jointes au dispositif par le fabricant, donc d'une part la carte d'implant, d'autre part des documents remis au patient, avec notamment la durée de vie prévisionnelle du dispositif médical implantable, la nécessité potentielle de réintervention, les précautions d'emploi qui doivent être précisées au patient. L'arrêté du 8 septembre 2021 précise également que toutes les informations remises au patient doivent être versées dans le dossier patient informatisé, ainsi que la lettre de liaison, qui est également prévue depuis 2006. Et par ailleurs, renvoie également au dossier médical partagé ainsi qu'au dossier pharmaceutique. Donc le cas échéant, si ces dossiers ont été ouverts. Alors ensuite, une proposition de méthodologie à mettre en œuvre donc, pour appliquer ces différentes dispositions et vraiment sécuriser le circuit avec l'intégration de l'IUD à chacune des étapes. Eh bien, la première chose, c'est de recenser vraiment et de décrire les processus qui constituent le circuit des dispositifs médicaux implantables, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment un processus complexe avec de multiples acteurs et de nombreuses interfaces. Ensuite, eh bien, c'est de mobiliser les référents métiers à chacune des étapes de ce circuit. Donc vraiment, la pharmacie à usage intérieur, les services de soins, la direction, il faut vraiment une implication forte de la direction pour mettre en œuvre le système de management de la qualité. La commission des usagers pardon, et vraiment l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le circuit des dispositifs médicaux implantables. Donc ensuite, c'est de réaliser un état des lieux à chaque étape du circuit des dispositifs médicaux implantables, notamment en termes de moyens humains dédiés, de pratiques organisationnelles, d'informatisation des processus et en termes de logiciels informatiques, donc de systèmes d'information, puisque, encore une fois, l'informatisation des processus et l'interopérabilité, donc la capacité des systèmes d'information de communiquer entre eux, sont vraiment des conditions nécessaires à la sécurisation du circuit et à la mise en œuvre de la traçabilité de façon optimale. Donc ensuite, état des lieux également des moyens matériels, notamment en ce qui concerne les lecteurs de code à barres fonctionnels, qui sont nécessaires à l'enregistrement informatique des données dans le cadre de l'utilisation du système d'acquisition automatique des données. Et ensuite, les différents locaux et zones de stockage, puisqu'il y a également la nécessité d'appliquer un stockage et un étiquetage des dispositifs qui sont stockés. En parallèle, il convient de réaliser une analyse des risques liés au circuit des dispositifs médicaux implantables, donc sous forme de cartographie. Et pour cela, il existe des outils qui sont proposés par l'ANAP, notamment Interdiag, DMS, DMI, que l'on peut citer. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Eh bien, merci à nos orateurs pour leur brillante présentation synthétique et complète. Nous avons eu un certain nombre de questions sur le Q+R auxquelles nous avons répondu et nous allons laisser le temps qu'il nous reste pour répondre à certaines. Donc, je vais ouvrir le bal. Une question de l'arrêté du septembre 2021 s'applique-t-il aussi au cabinet dentaire? Une question à Guillaume. Alors, l'arrêté du 8 septembre 2021 s'applique aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique. Donc, à l'heure actuelle, cet arrêté ne vise pas les cabinets dentaires, puisque c'est vraiment les établissements de santé MCO et puis les installations de chirurgie esthétique, donc qui peuvent être des installations autonomes de chirurgie esthétique.
Cécile, tu veux répondre à une ou deux questions? Avec Arnaud, on a répondu à certaines directement, mais il y a encore des questions sur ces fameuses idées legacy device. Pour les legacy devices, l'idée deviendra obligatoire quand même à un moment. En fait, ça c'est un vrai sujet de confusion, puisque Arnaud l'a expliqué, il faut bien que l'obligation elle porte sur les dispositifs règlements d'attribuer, d'apposer l'idée et de le construire suivant les entités d'attribution. Pour les legacy, il n'y a pas ces obligations, mais leur enregistrement dans EDAMED va générer des idées, soit que le fabricant choisira, soit encore une fois qu'il générera avec le système, mais il n'y aura toujours pas d'obligation d'apposition de ces idées. Même si, et ça a été dit, et on le sait, il y a beaucoup déjà de fabricants qui anticipent cette obligation, y compris pour les legacy. Arnaud, ça moi je ne sais pas répondre, peut-être tu le sais, doit-on obligatoirement mettre numéro de série et numéro GLO dans l'IUDIP si ces deux données sont sur l'étiquette? Si on a une des deux, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il faut mettre les deux? Ouais. Il n'y a pas d'obligation là-dessus, c'est l'un des deux. Vous avez la possibilité, si vraiment vous le souhaitez, quand même d'enregistrer les deux, car le système le permet, mais à minima, l'un des deux suffit. Dans le DAMED, tous les niveaux IUD, ID doivent-ils être enregistrés? Oui, et si c'est tous les niveaux, bien sûr, c'est tous les niveaux en fait des packaging qui va permettre en fait cette traçabilité, et du coup, EDAMED va enregistrer cette traçabilité à mort. Alors, il y a deux questions pour lesquelles je vais apporter une réponse. Alors, la première question porte sur les cartes d'implant. Est-ce que ça doit détrôner effectivement les documents maison que certains d'entre nous ou tous avons mis en place de traçabilité aux patients? C'est une question qu'on se pose tous, hein. Il y a quand même l'obligation de l'arrêter. Effectivement, ces cartes patients, une partie doit être renseignée à la main. Donc, je pense que ce document de traçabilité synthétique peut continuer à être produit et remis aux patients. Et après, sur la remise de la carte, c'est quand même une obligation de l'arrêter. Quand on a 15 implants posés, c'est vrai que 15 cartes, alors bon, j'utilise parfois la plaisanterie des tuches, mais ça peut être très lourd à remettre. Et alors, une autre question sur effectivement le lien entre... alors, elle a disparu, elle a été répondue alors. Sur le lien entre l'IUD et nos logiciels ou nos bases de Non, données. elle y est toujours. Hein. Le message ma question, comment nos logiciels vont pouvoir extraire les informations de traça que sont la référence, lot, série, péremption à partir de toutes les informations que contient l'IUD? Alors ça, on va en reparler dans les autres épisodes. Ce qui est indispensable, d'avoir des systèmes d'information qui permettent de faire un appairage, une reconnaissance entre ces IUD-ID et les références dans nos établissements de santé, ce qui fait qu'on va ramener par le scan l'ensemble des éléments demandés par l'arrêté. L'IUD-ID est enregistré par scannage et va se mettre en lien avec nos référentiels produits, soit de façon automatique, et c'est ce qu'on prône tous, soit de façon par un appairage manuel. Et donc, à chaque scan de cet implant, ça va ramener effectivement les tous les éléments de la fiche produit. Également, il y avait une question. Ah, pardon. Oui. Vas-y, Guillaume. Il y avait une question sur où peut-on trouver la liste des dispositifs médicaux soumis à traçabilité. Donc, c'est l'arrêté de 2007 qui liste ces dispositifs médicaux et qui est disponible que vous pouvez retrouver sur le site Légifrance. Alors juste également, pour rebondir sur ce que tu dis Guillaume, Europharmat avait rédigé un guide d'aide aux établissements de santé sur la mise en place de cette traçabilité et des questions par rapport au périmètre. Donc il doit effectivement être remis à jour suivant la nouvelle réglementation à venir, mais vous pouvez déjà effectivement vous y référer.
il y a une question autour de le schéma qu'a montré tout à l'heure Arnaud sur c'est le fabricant qui attribue, appose, enregistre, et ensuite il y a l'enregistrement dans les systèmes locaux. L'idée, c'est que EUDAMED, c'est la base qui permet d'avoir une vision européenne, évidemment, de toutes les productions mises sur le marché avec tous les modules qui ont été expliqués. Mais par contre, tous les intermédiaires de la chaîne de distribution, y compris d'ailleurs jusqu'aux hôpitaux pour certains dispositifs, ils ont une obligation de traçabilité et donc de suivre ces idées, de savoir lesquelles ils ont reçues et lesquelles ils ont sortis pour les distributeurs et lesquelles ils ont implantés pour les hôpitaux. Donc c'est ça l'idée, c'est que cette IUD est un outil de traçabilité et permet d'être suivi tout le long de la chaîne. Une question sur la possibilité de tracer les informations dans le DP et le DMP. Ben, on vous donne rendez-vous à l'épisode 3. Il y a beaucoup de questions, Guillaume, je ne sais pas si tu vois, autour du champ de traçat. Est-ce que l'ostéosynthèse sera toujours sans obligation de traçat sanitaire ou ceci change-t-il avec le nouveau règlement DM? Effectivement, le nouveau règlement DM impose des obligations sur le champ de traçat que les autorités compétentes peuvent, à notre sens, augmenter, mais pas restreindre. Donc, l'interprétation du système à ce stade, mais je laisserai Guillaume compléter, c'est que tout ce qui est couvert par le champ RDM sera obligatoire en traçat, donc y compris l'ostéosynthèse. Oui, alors, effectivement, en termes de champ de traçabilité, donc les dispositifs médicaux qui sont soumis aux règles de traçabilité sanitaire, en fait, depuis 2007, c'est un champ qui n'est pas limité aux dispositifs médicaux implantables de classe 3, puisqu'en fait, l'arrêté vise tous les dispositifs médicaux implantables, effectivement, à l'exception des dispositifs d'ostéosynthèse, ligature, suture, et le règlement qui est d'application directe vise également les dispositifs, vise effectivement les dispositifs médicaux implantables de classe 3 et certaines exclusions ne sont pas reprises, effectivement. Il y a beaucoup de questions autour des legacy devices, donc on va juste réexpliquer que ces fameux legacy, excusez-nous, on utilise le jargon parce que ça va plus vite, ce sont les produits existants certifiés directives qui peuvent profiter de la période de transition et qui n'ont pas une obligation à être certifiés règlement comme tous les nouveaux produits depuis mai 2021. Donc pour tous ces produits qui sont anciennement sous directive et qui vont rester encore un moment parce qu'en plus ces périodes de transition sont allongées, il n'y a pas d'obligation d'attribuer un IUD suivant le système règlement et de la poser. Donc, par contre, beaucoup de fabricants, et la grande majorité, y vont déjà parce que ça a un vrai intérêt pour tout le monde. Mais du coup, il n'y a pas d'opposabilité pour ces fameux legacy devices, pour les dispositifs sous directive, à être conformes au système IUD du règlement. Alors, on relit un peu, je pense qu'on a couvert l'ensemble des questions, me semble-t-il. Et juste à temps, puisqu'on avait quelques minutes de retard. Dernier, on a répondu de la question, effectivement, quand est-ce qu'on aura une mise à jour de ce code de la santé publique par rapport aux exigences du RDM sur le versant traçabilité. On est tous effectivement dans l'attente de cette chose-là. Donc, est-ce qu'on peut avoir une visibilité Guillaume? Alors, le code de la santé publique a été modifié par une ordonnance portant adaptation du droit français aux dispositions du règlement européen. Donc ça, cette ordonnance concernait les dispositions législatives et les travaux sont à venir concernant les dispositions effectivement réglementaires. Mais je n'ai pas de date à ce stade à vous communiquer. Comme ça a été dit ou pas, je ne me souviens plus, on prendra évidemment toutes ces questions tout au long des épisodes pour refaire un jeu de questions-réponses à la fin pour la saison, comme ça avait été fait pour la saison 1. Juste une toute dernière question, je ne pense pas qu'on y ait répondu, d'Agnès Berneron. Est-ce que tous les DMS, DM restérilisables doivent être identifiés à partir de quand? Mais ça, c'est la question du champ de la traçabilité. Oui, c'est ça.
Donc ça, on est obligé d'attendre un peu. Bon, mais je pense qu'on a réussi à répondre à l'ensemble des questions. Écoutez, on vous remercie effectivement pour votre adhésion à ce deuxième épisode. Il y avait autour de cette table 179 participants et je remercie effectivement les différents orateurs pour la qualité de leur intervention et on vous donne rendez-vous. Cécile, je pense que la semaine prochaine, voilà. donc jeudi 23. Vous avez aussi un sondage qui est en train de vous être publié. On vous remercie beaucoup d'y répondre pour qu'on puisse suivre les indicateurs qualité par rapport à cette série. Et je pense que là, on arrive au bout de la séance du jour. La séance de la semaine prochaine est une séance qui est justement après la théorie, la pratique. On vous a redonné les grands cadres de l'IUD, EDAMED et du circuit IDM. La semaine prochaine, on aura des regards croisés d'utilisateurs et de fabricants dans la réalité, plus un petit retour sur le circuit aussi et le guide méthode. Merci à vous et puis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous.